Effectivement, Monsieur Dupond-Moretti n'a pas prononcé ces mots, quoique nous ne pouvons pas réellement le savoir, parce qu'à l'époque, le procès en question était à huis clos en première instance. Mais par contre, c'est l'expert en question qui avait raconté cette fable qu'il était possible qu'il y ait un inceste heureux. Toutefois, ce qu'a fait Monsieur Dupond-Moretti, c'est inventer la fable avec l'avocat de la défense de l'inceste consenti, qui a été une stratégie de défense, c'est-à-dire de dire que les petites filles étaient amoureuses de leur père. Une stratégie qui a été élaborée au mépris total des règles déontologiques du métier d'avocat, entre l'avocat des parties civiles, soit des deux petites filles qui étaient violées par leur père pendant des années, et l'avocat de la défense qui défendait le père Denis Manéché, qui ensuite a assassiné sa propre fille avec qui il avait eu un enfant. Voilà ce qu'a fait Monsieur Dupond-Moretti, et il a menti devant notre commission d'enquête parce qu'il a dit qu'il n'avait pas élaboré cette stratégie, qu'il était lui arrivé qu'en appel. Or, en première instance, il avait juste envoyé au dernier moment sa collaboratrice, et c'est bien lui qui avait élaboré cette stratégie de l'inceste consenti qui était inadmissible, quelle que soit l'époque, et on ne peut pas se réfugier en disant c'était il y a 20 ans, parce que tout ça est arrivé au début des années 2000, puis en appel en 2012. Merci, Monsieur le Président. Nous, la justice, version Montessori, en fait, stop, quoi. On arrête. Pour nous, la justice, elle n'est pas là pour faire de la câlinothérapie envers les délinquants, les criminels, surtout quand on parle de protéger les enfants. Vous, votre version, votre vision de la justice, c'est une justice qui fait de la câlinothérapie, qui pense avant tout aux délinquants, aux criminels et à sa réinsertion. Là, on est dans un texte de protection des enfants. Le premier but de la justice, c'est de protéger la société. Alors oui, on assume d'être pour la perpétuité réelle, la vraie perpétuité réelle. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un criminel, et notamment un prédateur sexuel, qui est derrière les verrous et qui y reste toute sa vie, eh bien désolé, mais celui-là ne recommencera pas. Et Madame la rapporteure, vous avez dit, le problème de ces peines de prison, c'est qu'elles arrivent après les actes. Ben désolé, mais malheureusement, bien souvent, elles arrivent avant les actes, parce que quand vous avez un récidiviste, en réalité, il a déjà été condamné, les câlins, vous les lui avez fait, il est sorti, il a recommencé. Nous, on dit stop. On dit qu'à partir du moment où on touche à un de nos enfants, on reste en prison, point, barre. On protège la société. Alors, on arrête de faire des câlins aux criminels et on protège avec la perpétuité réelle. Alors, on va voter à main levée. Oui, à main levée. Double avis défavorable sur cet amendement. Regardez ce qui se produit depuis que Monsieur le ministre a ordonné aux procureurs généraux d'étudier, plutôt de réexaminer, les 70 000 plaintes qui n'étaient pas correctement suivies jusque-là. Ces 70 000 plaintes, en réalité, qu'est-ce qu'on a découvert, qu'est-ce qui a été annoncé hier ? Qu'en fait, il y en avait 85 000. Qu'il y en avait 15 000 qui n'avaient jamais été, depuis les commissariats et les brigades de gendarmerie, enregistrées par la justice, donc transmises à la justice. Il y avait 15 000 plaintes qui étaient enregistrées nulle part et qui n'avaient jamais été référencées dans Cassiopée. Comment, et sur ces 85 000 plaintes, en l'état, la seule 12%, si j'ai bien compris les résultats du ministère, ont été réexaminés sur le fond. Mais... Alors, monsieur le garde des Sceaux. Bien. Bon, madame la rapporteure. Quand les blés sont sous la grêle, fou celui qui fait le délicat. Vous êtes, madame la rapporteure, à un moment important. Est-ce qu'on est pour ou contre la prescription des crimes sur les mineurs ? Il faut y répondre clairement. Pour la première fois, c'est un garde des Sceaux qui dit oui. Et le débat, eh ben, je vais vous dire, moi, le débat m'a inspiré dans vos échanges. Et j'entends ce que dit M. Bonnet. Et je sais que M. Bonnet, avec d'autres ici, travaille. J'ai reçu M. Bonnet, comme Mme Goulet, comme Mme Martin. Et moi, ça fait plus de 5 ans que je dis dans les hémicycles, quelles que soient mes fonctions, que je suis pour la prescriptibilité. Et oui, j'ai été très minoritaire, y compris dans les groupes politiques auxquels j'ai appartenu ou dans le gouvernement. Et je regrette qu'il n'y ait pas de projet de loi spécifique et de proposition de loi. Mais le coût de l'amendement, madame la rapporteure, c'est pas du mauvais travail. Parce qu'à chaque fois, sinon qu'un amendement LFI sur tous les textes que je présente et qui me disent de toute façon, monsieur le ministre, laissez le travail parlementaire se faire, c'est une bonne chose. La République, elle a été installée par un amendement, celui de monsieur Wallon, voilà plus d'un siècle et demi. Donc on a créé ainsi la République par amendement. Déjà, parce que le problème n'est pas
sur le manque du droit, le problème est le manque d'application du droit et des moyens que nous avons pour appliquer. Et je sais que je suis redondante et que je vais peut-être vous fatiguer les oreilles, Madame la Ministre, mais je crois que ça révèle justement ces manques-là. Ça manque parce qu'on peut revenir, alors vous allez me dire que mes chiffres sont pas bons, mais je redis quand même que 16% du PPE, c'est les réponses aux questionnaires qui ont été fournis par vos services. Donc moi je veux bien que vous en ayez d'autres, mais en tout cas c'est les réponses que nous avons obtenues nous en tant que rapporteurs. Mais peut-être que j'ai pas, voilà, vous allez me répondre. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de rajouter des choses, et par exemple, qui sont des éléments de disposition relatives à la lutte contre les violences pharmacologiques, à l'exploitation sexuelle des mineurs, à la santé psychique. Mais en fait, ça révèle quoi? Ça révèle que dans ce texte-là, il n'y a rien sur les véritables enjeux de la protection de l'enfance. Par exemple, la prostitution des mineurs, qui est quand même un des sujets qui traverse tous les départements aujourd'hui, où les éducateurs sont en énorme difficulté, les services de l'ASE sont en énorme difficulté, et il n'y a pas de réponse du gouvernement. Et pourtant, c'est documenté. Il n'y a pas une journée sans un article de presse local, régional ou national qui parle de ce fléau qui touche la protection de l'enfance. Et là, nous n'avons rien. Et donc, c'est quand même assez fou. Et on n'a même rien, mais on a même pire que rien. J'alerte quand même, par exemple, nous avons un numéro qui s'appelle le 119, qui est le numéro de l'enfance en danger, qui ne va pas très bien, Madame la Ministre, qui manque de moyens, parce qu'en fait, notamment depuis les récentes affaires Liana, évidemment qu'il y a beaucoup d'enfants qui appellent encore plus, et on n'a pas les moyens qui sont nécessaires, mais il y avait une ligne dédiée à l'écoute sur la prostitution qui a disparu. Et je crois que... Donc je partage évidemment ce que vous évoquez, et il faut juste que nous soyons très clairs. Il y a 24% d'enfants qui sont au total et au global sur des mesures MDPH. Ça fait 67 000 enfants qui concernent des mesures MDPH. On l'a dit dans la commission d'enquête, il y a plus de 700 enfants dans le protocole entre la France et la Belgique qui sont pris en charge par l'ASE et qui sont en Belgique, plus environ 800 enfants non répertoriés actuellement qui concernent des placements directement en Belgique via, non pas le protocole entre la France et la Belgique via l'ARS, mais par décision des départements. L'exemple très concret, c'est qu'un enfant pour lequel un IME n'existe pas, un IME ne prend pas de place, ne l'accueille pas. Et Madame la Ministre, j'insiste, c'est très important. On ne peut plus avoir au sein des IME un directeur d'IME qui refuse une décision de l'ARS, qui refuse une décision de la préfecture, qui refuse une orientation des services de la protection de l'enfance parce qu'il est seul à décider de tout. En fait... Non, Madame Santiago, je vous en prie. Oui, excusez-moi, je vais peut-être casser un peu l'ambiance, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on soit avec la réalité de ce qui se passe sur le terrain. L'AEMO, ce sont des associations. C'est l'historique de la protection de l'enfance. Quand le juge donne une mesure à une association, aujourd'hui, le juge, dans son cabinet, il fait son office, il désigne une association. Les associations manquent de professionnels et même quand elles sont très mobilisées, elles ont 350 ou 200 demandes en attente, voire 700. Quand on est à 500 ou 700, le département doit se réunir avec la justice, et ce qui se fait en général, il faut un appel à projet, il faut rouvrir une possibilité, si c'est le cas dans un territoire, des fois il y a pénurie totalement, même d'associations qui veulent bien venir faire des AEMO, parce qu'ils n'ont pas les professionnels. La réalité du terrain, c'est celle-là. Donc mettre l'AEMO dans un dispositif tel qu'il est construit, ce n'est pas d'une raisonnable, ce n'est pas faisable, et ce n'est pas l'outil. Donc en fait, vraiment, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Les départements nous écoutent, les associations nous écoutent. On n'est pas hors sol parce qu'on est parlementaire. Enfin, à un moment donné, c'est juste une réalité de terrain. Il faut qu'on fasse attention. Et je dis que l'AEMO coûte actuellement environ 2 milliards pour 1h10 par famille et par mois. Je crois... Monsieur Berrios. Oui, merci Monsieur le Président. D'abord, pour répondre à mon collègue, je ne sais pas si ça peut répondre à son interrogation, mais l'attestation d'honorabilité existe déjà. Et déjà, l'attestation d'honorabilité est opposable et permet d'avoir ce fameux accès au casier judiciaire et l'accès à ce fichier des infractions sexuelles pour les futurs employeurs.
Ce qui permet, si on l'étend, de garantir que jamais nos enfants ne seront donc en contact avec des personnes ayant commis des infractions sexuelles. Je crois que c'est pas neutre. Madame la ministre, vous nous dites que c'est techniquement compliqué de l'étendre. Bien sûr que c'est techniquement compliqué de l'étendre. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est être capable de protéger nos enfants. Et si c'est techniquement compliqué, peu importe, il faut le faire. Ça, c'est la logique des peines planchées. Les peines obligatoires, c'est le juge doit faire ça. Et une peine définitive qui est une interdiction d'exercer auprès des mineurs. Pourquoi pas? Mais juste avant, vous venez de faire un contrôle d'honorabilité qui vise à empêcher d'exercer des gens si jamais on estime que leur honorabilité au regard du casier B2, judiciaire B2, n'a pas été... si on vient de regarder que dans le casier judiciaire B2, il y avait un problème. Je trouve que c'est une manière de faire la loi à, il est quoi, à 23h43, tout le monde est très fatigué. Sur des sujets comme ça, on est en train de parler de l'exercice auprès des mineurs, qui sont des sujets majeurs, et on passe ça comme ça, d'un truc à l'autre, comme si de rien n'était. Ah oui, il y a l'amendement de monsieur Alain, c'est vrai, ça va introduire une peine planchée. Ah bon, vous êtes d'accord avec les peines planchées maintenant, les macronistes? Enfin, honnêtement, moi, je regarde ça avec un œil de commissaire aux lois, et je trouve que c'est une manière de faire la loi sur un sujet majeur qui est la protection de l'enfance, la protection des mineurs, et que c'est fait d'une très très mauvaise manière, et qui, à mon avis, donne une mauvaise image de notre Assemblée. On est en plein mois de juillet. On pourrait avoir un texte où on entre dans le détail de ces sujets-là à chaque fois, et pas des amendements de 26 pages. C'est n'importe quoi ce que vous êtes en train de faire. Madame Bonivard. Merci Madame la Présidente. Bon, je voudrais dire déjà tout à l'heure, vous avez menti. L'amendement qui était déposé par notre collègue n'était pas satisfait par la réécriture de l'article 5, puisque l'amendement de notre collègue prévoyait de contrôler toutes les personnes qui vont travailler de manière totalement occasionnelle auprès des enfants, et ça n'était pas prévu dans le dispositif. L'amendement END, je me souviens plus son numéro, 457, il n'était pas satisfait. Mais c'est pas grave, moi j'étais contre. Mais il a été retiré, tant mieux. Mais il n'était pas satisfait, donc c'était pas un argumentaire qui était juste. Mais par ailleurs, par exemple, cet amendement de Monsieur End, il proposait qu'on étudie les antécédents judiciaires, donc pour les conducteurs de véhicules, les ouvriers intervenant pour des travaux sur les lieux fréquentés par des enfants, les salariés contractuels et titulaires de la fonction publique territoriale en lien avec les enfants. Heureusement qu'il n'a pas été adopté, parce que par exemple là, l'amendement du gouvernement qui arrive, lui propose que l'État assure la coordination des dispositifs de contrôle. Vous auriez dû en plus coordonner les dispositifs de contrôle de cet amendement de Monsieur End. Quand je vous dis que vous êtes en train de faire des choses les unes après les autres sans étudier la cohérence globale, c'est de ça dont je parle. C'est exactement de ce type de situation dont je parle. Et là, vous nous dites, l'État assure la coordination nationale des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l'honorabilité prévus par la loi. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Bah voyons. Voilà. Voilà, bon bah... Aussi. Merci, Monsieur le Président. On est bien dans un texte de protection des enfants, un texte de protection des victimes, et on entend que prétendument il y aurait une surenchère, mais aujourd'hui la réalité c'est que les victimes ne supportent plus de voir les délinquants, de voir les mises en cause sortir de prison avant même l'exécution totale de leur peine. Et c'est l'objet même de mon présent amendement. Il est de considérer qu'aujourd'hui, dans l'échelle des peines, lorsque une peine est assujettie de période de sûreté, il ne puisse plus y avoir de moyens de relèvement, de manière à ce que la peine soit incompressible, de manière également que le mécanisme de réduction de peine ou d'aménagement de peine ne puisse plus avoir lieu. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, il faut assumer, que la gauche l'assume, qu'aujourd'hui, les peines ne sont pas complètement sur le long terme, puisque les personnes condamnées peuvent bénéficier, par exemple, de libération anticipée sous la forme d'un aménagement de peine, avec notamment une libération conditionnelle. Et malheureusement, on le voit encore par des événements qui ont eu lieu très récemment, qu'à peine sortis de prison, les délinquants recommencent, récidivent, réitèrent, notamment en matière de viol. Et donc, pour protéger nos enfants, pour protéger les femmes de ce pays, oui, dans
dans cet amendement, je demande la mise en œuvre réelle de la perpétuité réelle. Madame la rapporteure. La première est une erreur de fait. Vous faites dépendre la protection d'un enfant d'une instance qui n'existe pas partout, puisque vous avez 71 départements sur 101 qui ont cette instance-là, depuis 2016 d'ailleurs. Dans ces départements, le renouvellement attendrait donc l'avis d'une commission qui ne se réunit jamais. Vous ne sécurisez pas le parcours de l'enfant, vous le suspendez. La seconde est une erreur de droit. Elle est d'ailleurs plus grave. La CESEC est une instance administrative qui rend un avis au président du conseil départemental. Donc le renouvellement d'un placement, lui, est une décision judiciaire, comme vous le savez, qui appartient au juge des enfants. En faisant de l'avis l'une des conditions de la décision de l'autre, vous brouillez la frontière entre l'administratif et le judiciaire. Donc le juge des enfants n'a pas à attendre le feu vert d'une commission départementale pour protéger un enfant. Enfin, vous dénaturez cette commission puisqu'elle a un rôle très précis qui est celui d'examiner le statut juridique des enfants confiés depuis plus d'1 an en cas de risque de délaissement ou de statut inadapté. Vous en faites l'organe de réexamen de tous les placements longs, sans 1 euro ni un poste de plus, bien sûr. Une instance qui est saturée n'est pas une garantie, c'est un goulot d'étranglement. Installez les CESEC partout, donnez-leur les moyens de leur mission actuelle et nous en reparlerons. En attendant, supprimons l'alinéa 10. Merci. Madame la qui m'a glacé le sang et je tiens à vous le partager. C'est un récit qui date de juin 2026, donc très récent. On est bien sur des faits d'aujourd'hui, où pour la première audition en brigade des mineurs, après un signalement sur des violences dans le cadre périscolaire, la petite fille de 4 ans est entendue dans la brigade des mineurs. Et pendant qu'elle est entendue par un agent de police pendant cette audition, un autre agent discute avec les parents, puisqu'ils sont séparés, et dit, vous savez, madame, il faut quand même faire attention parce qu'à 4 ans, 3 ans, on peut avoir déjà des enfants mythomanes. Et donc ces phrases-là, elles existent encore aujourd'hui, malgré toute l'évolution culturelle, malgré le travail de formation qui est fait au sein du ministère de la Justice. Et là, les parents, ils sont complètement démunis. Et ce jour-là, ils n'avaient pas d'avocat, ils n'avaient pas quelqu'un qui leur expliquait quels étaient les droits de l'enfant, le droit de la famille pour la procédure. Et donc je pense que c'est un sujet très important dès la première audition. Merci, Madame la rapporteure. Bon, Madame la rapporteure, ce que vous dites est faux et on va pouvoir le corriger. Je prends le parquet d'Auch. Quand je suis arrivé à la chancellerie, ils étaient 3 magistrats au parquet. Ils ont été 4 dès le mois de septembre. Et le nombre de... Vous ne lisez pas le rapport, si je peux me permettre, vous lisez ce qui vous intéresse. Au parquet d'Auch, c'est dans le rapport lui-même, le nombre de crimes sur enfants a baissé en 2025, 2024 et évidemment, on en parle de l'année 2026. Là, l'activité du parquet d'Auch, c'est 40% de délits routiers. C'est l'activité pénale du parquet d'Auch. Et il y a une 30aine de crimes sur femmes et enfants dans l'année au parquet d'Auch. Je pense qu'on peut tout à fait se dire qu'il faut augmenter les moyens. Ça tombe très bien, nous les augmentons. Vous appartenez à une coalition politique qui les a baissés, moi, de la justice. Vous avez... oui, bien sûr, vous avez investi M. Hollande aux élections législatives. Et il se trouve qu'on a baissé les moyens du ministère de la Justice sous le quinquennat de M. Hollande. C'est un fait. Et nous doublons... Ben, attendez, c'est un fait. Il n'y a pas de candidat de la France Insoumise face à François Hollande. Bien. Mais on vient de faire quelque chose d'assez grave. Et franchement, collègues, ressaisissez-vous. Il faut peut-être une seconde délibération. On vient de supprimer le fait qu'il puisse y avoir une enquête sur un environnement social et familial qui peut être facteur d'autres violences. Parce qu'ici, dès qu'on parle de rechercher les causes, on nous dit culture de l'excuse. Mes collègues, essayez la culture de la compréhension et de la prévention des crimes. C'est de ça dont on parle. Honnêtement, vous êtes persuadés que le viol, c'est une pulsion. On se lève, on a une pulsion de viol et on viole, bon bah c'est comme ça, et bah il faut réprimer. Ce n'est pas ça le viol, ce n'est pas ça l'inceste. C'est des cultures de domination, de puissance sur des êtres plus vulnérables. Et vous venez de supprimer ça. En toute bonne conscience, vous vous rendez compte de ce que vous allez faire? Une enquête sur d'autres causes. Le père de Jérôme Barella était également un père violent, violeur, incestueux, très certainement. Peut-être... Et
l'amendement du collègue est intéressant sur le fond. Mais les officiers de police judiciaire ne peuvent même pas faire des enquêtes correctement. Et nous savons qu'ils sont en nombre insuffisant pour ce qui est de la filière investigation pour enquêter sur les violences sexuelles. Quel est donc l'intérêt de rajouter tout cela? Et nous verrons bien à l'automne sur le budget, si nous avons l'occasion de voter, puisque je suppose qu'il y aura un 49.3, mais si nous avons l'occasion de voter, notamment sur le budget sécurité, lorsque nous proposerons de rebasculer les crédits de paiement qui sont destinés à acheter des drones, à acheter des armes mutilantes, sur l'augmentation des moyens pour la filière investigation, nous verrons qui vote ces amendements pour que les enquêteurs soient augmentés et qui ne les votent pas. Et je suis certaine que le scénario qui se répète depuis 10 ans se répétera, c'est-à-dire que vous ne voterez aucun amendement qui ira dans le sens pour que cet article soit appliqué. Allez, on vote. Double avis défavorable sur cet amendement en scrutin public. Non, j'ai déjà pris un pot. Non, mais on a fait le tour. Et alors, on vote. Le scrutin est ouvert. N'importe quoi. Le scrutin est clos. Pourquoi il y a une impunité de l'inceste? Seul 0,30% de condamnation. Parce que la victime ne parle pas ou trop tard. Pourquoi? Parce que l'inceste, c'est le royaume du silence. Et que le silence est le meilleur outil de l'auteur pour organiser son impunité. L'auteur, il utilise la filiation comme moyen de chantage, de culpabilité. Il y a évidemment la question du psychotraumatisme, mais quand est-ce que la victime se met à parler? Elle se met à parler quand elle est libérée de sa propre famille. Parce que sur elle porte sur ses épaules le fait qu'elle va, en parlant, détruire sa famille. Évidemment, c'est pas elle qui détruit sa famille, c'est l'auteur. Mais la réalité, c'est qu'on a une inversion de la culpabilité. Donc la personne, elle va pouvoir parler quand elle va être libérée de ce joug-là, quand elle va elle-même avoir des enfants, donc bien plus tard, quand elle va se sentir dans un cadre protégé. Et évidemment, l'imprescriptibilité lui permettra de parler. Donc la victime, elle ne parle pas sur commande ou avant les 30 ans, elle parle quand elle peut. Quand elle peut.